Maintenant tu la fermes, on regarde le porno de Galabru. Quoi? Vous pensiez que c'était une blague, c'est ça? Et oui, au rang des bizarreries que l'on appelle l'exception culturelle française, il y a bien eu un film pornographique avec Michel Galabru. Le film est sorti en 1974, il s'appelle Le Plumard en folie, et si je fais les guillemets avec les doigts, c'est parce qu'effectivement il y a une foultitude d'astérisques à apporter au concept. Moi, faire dans le putaclic, non ça me ressemble pas. Déjà d'une, le présentateur sera le premier à vous parler de comédie érotique plutôt que de film porno. Cette histoire cette comédie libertine. Et là, paf, devant la rayonnance d'un échec placé si tôt dans l'épisode, si je vous dis maintenant que c'était fait exprès, vous avez aucun moyen de savoir si c'est vrai. Et d'un point de vue réalisation, on est plus sur un théâtre improvisé avec 2 caméras posées au fond de la pièce pour qu'on ait plus qu'un angle de vue et que ça fasse un peu moins pauvre que ça ne l'est en réalité. Ah oui, là c'est sûr, on n'est pas sur du Chabrol ou du Lelouch ou du quoi que ce soit d'ailleurs. Il y a des productions de youtubeurs milieu de gamme qui ont plus d'inventivité. Bon, ça c'était pour la partie film. Maintenant pour la partie porno. C'est un film des années 70, donc c'est difficile de le juger avec nos mœurs actuelles, nous la génération Tinder et Xenixis, actrice de boule chez Hanouna tous les soirs. Mais si on le fait, on se retrouve avec un bon gros morceau de pas grand chose. Pour resituer dans le contexte, en 72 sortait un film tellement controversé qu'il a été interdit de diffusion dans plusieurs pays d'Europe pendant des années. Le Dernier Tango à Paris, un film qui contient, selon votre définition, au moins une scène de viol, voire même 2, la plus célèbre ayant choqué l'actrice principale qui se réfugiait dans la drogue et l'alcool. Un film classé X en France à sa sortie, mais où on voit strictement rien. Or bien sûr, il y a du téton et de la touffe, mais on reste dans cette curieuse conception de la libération sexuelle où s'il y a un poil pubien, c'est uniquement chez les femmes, un standard dans les films français depuis bien des lunes dans les productions tout public. Nous qui sommes désormais habitués à du Game of Thrones ou à simuler, on est au niveau petit joueur. Et pour finir, avec Michel Galabru. Je fais pas les guillemets pour minimiser sa présence, c'est juste que... il est loin d'être seul. On retrouve pêle-mêle et entre autres, c'est rigolo parce que c'est 2 expressions qui peuvent être utilisées pour une allégorie de la partouze. Jean Lefebvre, Roger Carrel, Paul Prébois et son moins connu frère Jacques, Claude Jansac et Alice putain de Sapritch. En fait, il manque plus que Philippe Bouvard et on a une espèce d'émission spéciale des grosses têtes des années 80. Les sujets sont les mêmes, les moyens sont les mêmes, les acteurs sont les mêmes, avec malgré tout une différence de taille. Les grosses têtes des années 80, même si ça n'a pas toujours bien vieilli, bah c'était drôle. Vous le sentiez sans doute venir après ce préambule à charge, mais Le Plumard en folie, c'est surtout navrant dans sa globalité. Et je rappelle une fois de plus que je juge avec les standards d'aujourd'hui. Le film est une collection de scénettes ayant pour thème le sexe, et comme elles sont toutes disjointes, il n'y a pas de cohérence ni de vision. L'action se passe dans un petit hôtel de campagne et commence avec le lit de la suite royale qui doit être remplacé de toute urgence, mais ça prend du temps parce que... Jackie! 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 Parce qu'un des 2 livreurs baise, voilà. Le monsieur tringle, donc c'est drôle. Et encore, si vous voulez un peu d'action dans cette comédie érotique libertine, profitez-en parce que c'est un des rares moments où on voit quelque chose. Il y a 2 séquences qu'on pourrait qualifier de pornographiques dans ce film. Une au tout début et une à la toute fin. Mais comme c'est censé être drôle plutôt que chaud, tout est accéléré parce que sinon c'est plan-plan. C'est également un pur hasard si ces 2 jouvenceaux sont les seuls participants de ce film qui n'avaient pas encore de carrière au moment du tournage.
Mais bon, pour les autres, c'est contractuellement prévu qu'il n'y ait pas 1 cm² de peau superflue qui dépasse, et ceci inclut une scène de copulation où madame allait un salaire, mais monsieur porte clairement un slip couleur peau. Oui, je sais qu'on voit rien parce que j'autocensure tout, YouTube est tenu par un régiment de pudique et vous le savez, on enchaîne. Encore une fois, c'est la fameuse libération sexuelle à géométrie variable, exemplifiée dans une scénette où 2 couples hétéros sont en fait 2 couples homo qui utilisent l'hôtel pour assouvir leurs besoins d'intimité. Ça, par contre, je peux comprendre que ce soit osé en 74. Mais là où les filles se bécotent langoureusement et se frottent leur corps nu avec passion, les mecs, c'est discussion existentielle et calcifent de part et d'autre du lit. D'autant plus que ces 2 loustiques, c'est 2 espèces de gobelins potelés qu'on paierait pour ne jamais voir à poil, contrairement à ces dames qui prennent manifestement un peu soin de leur corps. Je commence à me demander si la libération sexuelle que nous a tant vanté la génération X n'a pas trempé dans le sexisme des pieds à la tête depuis le début. Mais c'est pas le sujet, ni le dévitoire de ma bile. Ça, je le réserve au gimmick du film. Le lit parle. La grande invention du plumard en folie, c'est de faire parler le lit sur lequel se passent les aventures. Oh, par où il est entré? Par la fenêtre, idiot. Enfin, presque toutes. Il y a une sous-intrigue avec un lit à eau à un moment, mais celui-ci n'est manifestement pas digne de Sapiens. La voix du meuble devrait vous être familière, puisque c'est celle de Roger Carrel, de tous vos dessins animés préférés. Bonjour mes amis, je suis le nouveau lit. Qui a pour rôle de faire des commentaires sur tout ce qui se passe au-dessus de lui. Oh le salaud. Imaginez aller voir sur Twitch pour voir quelqu'un faire un riff sur un porno qui diffuse. C'est à peu près le même type d'idée de merde. Bah écoutez, je sais pas vous, mais moi, devant tant de souplesse, je gaule très très dur. Mais il y a mieux. Parce que le lit, qui s'avère en quelque sorte être l'éponyme plumard en folie, quand il parle, il n'y a que les employés de l'hôtel qui l'entendent. Et encore certains assez mal, et pour de longs segments et multiples scénettes, il ferme sa putain de mouille, ce qui rend le gimmick quasi invisible et donc caduque pour la grande majorité du film. Du coup, il ne reste plus qu'à faire l'inventaire à l'après-vert des sketchs et puis on aura fini. Il y a 0 effort fait dans le concept et la réalisation. C'est pas comme si des efforts avaient été mis dans l'écriture non plus. On commence avec l'installation du lit et le rodage, la seule partie à peu près porno du bousin, puis le majordome qui installe une petite blonde où l'on apprend que Monseigneur Grassouillet, joué par Claude Michaud, est un brin voyeuriste. Ce n'est ni traité comme une blague, ni comme un vice, ça n'a littéralement aucun impact sur le scénario. Et la cliente, elle, fait rentrer son Jules par la fenêtre, et il baise. Oui, manifestement, il a appris ce que c'était les métaphores au CE2 puis il a jamais revisité le concept, quoi. La partie comédie vient de la suite où une caricature de juif se plaint de la jeunesse délabrée avant de se jeter sur la soubrette. Cette sexualité excessive et ces excès de sexe, c'est la faute de la radio, des journaux, de la télévision, du cinéma. Ce qui est bon pour les autres est également bon pour moi. Hein? C'est également... Et comme en fait, c'est pas drôle, on rajoute une scène où le garçon des Dash canalise sa meilleure imitation de Funès en ravivant la chaudière. Ce qui la met en surpression et indispose une cliente à moitié nue dans un plan qui dure moins de 3 secondes. Peut-être que je juge encore avec les yeux de 2023, mais pour une comédie érotique, c'est gâcher une mise en situation prometteuse, et sans vouloir m'improviser scénariste... Eh bien chérie, je sais pas ce qui se passe, mais là tout à coup je suis chaud comme la braise. Ça doit être l'air ambiant, mais là... je suis chaude. Je sais que t'aimes bien quand je te la lime, mais là ça commence à sentir le brûlé. Je crois que t'as un problème, tu devrais aller voir le médecin, ta cyprine a un drôle de goût. Oui, c'est pas les blagues les plus raffinées de l'univers, mais au moins c'est quelque chose. Scénette suivante, la soubrette, dont on apprend que le nom est Sylviane, se fait kidnapper par 2 voleurs qui la bâillonnent sur le lit et veulent tous les deux la violer.
mais pas que l'autre y touche. Ah bah un plan de mec une meuf, on peut pas montrer ça au grand public, c'est trop gay, c'est une comédie érotique avec des valeurs ici ma bonne dame. Du coup ils se mettent sur la gueule, le majordome lubrique intervient et... Attention, ceci est la vraie chute du sketch. C'est la soubrette bâillonnée et muselée qui est tenue pour l'héroïne pour avoir capturé les voleurs. Appelez-moi Colombo, je pense qu'on a un rival pour lui. Ensuite, Paul Prébois et son frère livrent un liao avec de la punchline de qualité. L'on coule plus. C'est bouché. C'est toi qui es bouché. Et on enchaîne direct avec Jean Lefebvre et Claude Jansac en panne sur la route. Madame est amenée à l'hôtel en moto et monsieur la rejoint bien plus tard, trimballé dans une chariote à purin. Du coup il pue, donc ils font rien. La salle de bain, c'est là-bas. Ouais, allez, t'as raison. Je vais prendre une petite douche, après tout, il y aura plus d'action. Et c'est ainsi qu'entre en scène Michel Galabru dans le rôle d'un chef d'entreprise adultérin qui veut se taper sa secrétaire, avec une interprétation des plus beaux théâtres de boulevard de François Pérus. Quoi Elle me trompe? Elle me trompe avec qui? Des noms, je les écrase de moi! Tout ça pour que la madame ait des remords, donc ils font rien. Allez, retournez chez votre mari! Parfait. Et quand je vous rencontrerai, je détournerai les yeux. Eh ben, alors, moi, je détournerai une mineure! Contre-champ, chant, contre-champ, chant, contre-champ. Quand est-ce qu'il baise, putain? De retour à Claude Jansac et Jean Lefebvre, monsieur est propre, donc il baise. On a le choix entre ça et avaler un tube de somnifère. Alors déjà, incroyable. Attends, le film vient de faire son autocritique, là? Mais surtout, c'est la seule partie du film où des scènes se superposent, ce qui casse le principe du lit qui juge tout le monde, puisque Lefebvre et Jansac ne le rencontrent pas. Et de deux, le script ne tire pas profit de cette superposition, preuve de l'étroitesse d'esprit des scénaristes qui se croyaient pourtant libérés de la morale. Alors que... La salle de bain, c'est là-bas. Oh, puisque c'est comme ça, je m'en vais. C'est l'odeur du purin. Vous aimez? Ça me rappelle mon enfance à la ferme. Mon père agriculteur et son gros tracteur. Si ça peut vous faire plaisir, je peux vous labourer avec mon gros engin. Est-ce que je peux vous appeler Daddy? Voilà, là c'est de la comédie libertine. Érotique, je sais plus. À la place, on a le droit à un épilogue pour Michel Galabru qui décide de s'emmener une nouvelle secrétaire, mais comme elle est plus jeune et lui il est vieux, bah ils font rien à part filer les métaphores automobiles. Pour une fois que je voulais faire les 24 heures du Mans, il faut que je tombe sur un taco qui a dératé. La prochaine fois, je demanderai à voir le moteur avant. S'ensuit la scène avec les deux couples homosexuels, avec en même temps l'épilogue de la saga du Liao. Incroyable. Un film qui se vend pour les chauds lapins et qui au final est une mauvaise parodie de Bugs Bunny. Puis vient une scénette où un docteur fait des expériences scientifiques avec son infirmière dans un hôtel pour une raison justifiée dans le scénario mais quand même teubée. Bien entendu, cette expérience sur les réactions physiques et métaphysiques doit rester secrète. C'est pourquoi j'ai préféré que nous transportions les instruments dans une auberge isolée plutôt que d'opérer à la clinique. Eh ben, des clients qui aiment utiliser leurs propres outils, j'en ai connu, mais là il y a peut-être d'exagération. La chute étant bien sûr que l'infirmière était chaude comme la braise et se servait de l'expérience comme prétexte pour se taper le docteur. Et puis vient l'apothéose, Alice Sapritch qui veut se taper un gigolo. Mais comme elle est moche, le gigolo essaie de se soustraire à ses obligations. Et je parle d'apothéose parce que déjà c'est surjoué au possible et c'est pas drôle, mais en plus il y a le contexte qui vient derrière. Alice Sapritch de la Comédie Française, rappelons-le, avait la réputation d'être moche. Ça c'est pas une surprise pour quiconque a vu La Folie des Grandeurs. C'est ça! Oh non!
La vieille! Mais elle avait aussi la réputation d'être une immense actrice qui ne se rabaissait pas à la grivoiserie de bas étage. En tout cas, elle ne cessait de s'en défendre aux grosses têtes, alors que Bouvard, Jacques Martin et De Kersauzon se payaient sa gueule. Et la voilà qui joue excessivement mal dans cette bacchanale mal écrite et mal mise en scène. Et qui se termine, je vous jure que c'est vrai, par le gigolo qui viole la soubrette. Tout ça me laisse penser que tout ce beau monde avait une dette envers le réalisateur et que du coup ils y ont mis ni cœur ni énergie. De toute façon, personne n'aurait pu sauver un tel désastre. Un désastre intégral puisqu'il englobe l'idée de base, l'écriture, la mise en scène et la réalisation. Deuxième hypothèse, tout ce beau monde de joyeuderie pensait sérieusement que Stade Fiante était drôle, parce qu'on était en 74 et que le passé c'est nul. Si c'est le cas, et on ne le saura jamais puisque tous les acteurs sont aujourd'hui décédés, vous avez le droit de dire à la prochaine personne qui vous dit que c'était mieux avant, d'aller se faire enculer par le fantôme d'Alice Sapritch de la Comédie Française portant un strapon. Ce sera pas plus drôle, mais ça lui apprendra.